Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet avec vous, donc j'ai décidé d'appeler cette vidéo Les droits tardés ont-ils créé cette génération? Bon, je changerai peut-être d'avis, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant, je suis parti là-dessus. Donc quand je parle de cette génération, je parle bien de celle qui a tout cassé et bien plus ces derniers jours. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous proposer de revenir un peu en arrière et d'analyser ce qu'il s'est passé ces plus ou moins 15 dernières années. Surtout au niveau d'Internet. Voilà. Donc c'est sûr que si vous êtes un adolescent ou un jeune adulte, vous pourrez peut-être pas forcément comprendre ce dont je vais parler, et pour les autres, eh bien, vous comprendrez, je pense. Donc, en fait, faudrait, pour comprendre, je vous propose quelque chose, c'est pour comprendre un petit peu comment a pu se créer cette génération de banlieusards ou de mecs de quartier, de jeunes de quartier capables d'en arriver là. Euh, En fait, je voudrais vous faire comprendre, ouais, voilà, essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Et pour ça, va falloir qu'on revienne un petit peu en arrière. Donc, à l'époque, YouTube, ça fait un peu vieux de dire ça alors que je suis pas si vieux que ça, mais à l'époque, j'ai connu YouTube libre. C'est-à-dire que sur YouTube, on trouvait de tout et de n'importe quoi. C'était bien et pas bien à la fois, bien sûr, parce qu'il pouvait y avoir des choses complètement folles, entre guillemets. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y en avait pour tous les goûts, ok? Et il y avait effectivement, dans le milieu nationaliste, patriote, etc., il y avait les vidéos de Monsieur Soral qui étaient franchement au niveau des vues, qui étaient parmi les plus vues et parmi les plus consommées, regardées, même si j'aime pas trop le mot consommer. Et en fait, à cette époque-là, on pouvait avoir accès à des reportages, des contre-enquêtes sur le 11 septembre, des choses qu'aujourd'hui vous ne trouverez plus sur YouTube, hein. Ça, il faut être clair, net et précis. C'était vraiment une autre époque. Et c'est vrai que dans le milieu nationaliste, c'était Alain Soral qui était, on va dire, entre guillemets, le boss de YouTube en France. Et en fait, ça a duré quelques années. Et je veux parler de cette époque avec Dieudonné, bien entendu, parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui rigolaient au sketch de Dieudonné et qui étaient dans une quête de compréhension. Donc finalement, quand ils écoutaient des sketchs de Dieudonné et qu'ils ne comprenaient pas certaines choses, ce qui fut aussi mon cas, eh bien, ils essayaient de comprendre, parce que c'est la curiosité, et, et en fait, un cerveau normal, il aura toujours de la curiosité, il aura toujours besoin de comprendre. Et donc, ces jeunes-là, souvent, finissaient par aller écouter les vidéos ou les discours d'Alain Soral. Dans ces vidéos ou dans ces discours, je me rappelle, c'était la vidéo du mois. Enfin, c'était des longues vidéos où il détaillait l'actualité, etc., etc. Et il s'adressait directement aux jeunes de quartier. Et il n'y allait pas par quatre chemins. C'est d'ailleurs ce qui a fait que il a beaucoup été respecté dans les quartiers. C'est que il s'adressait à eux de façon droite, claire, concise, précise. C'est-à-dire, il n'hésitait pas à poser les mots, et dans le bon comme dans le mauvais. Et je vais pas non plus trop détailler, je dis ça en général. Et en fait, au fil des années, des années, des années, Dieudonné, allié à Alain Soral, toute cette mouvance-là a commencé à prendre de l'importance. Et comment on l'a vu? On l'a vu déjà sur les réseaux. Donc l'État a commencé à s'inquiéter, hein, le pouvoir, appelez-le comme vous voulez, le pouvoir obscur, l'État profond, ce que vous voulez, et a bien compris, parce qu'il faut toujours, en fait, il y a des gens qui n'ont pas compris que l'État a toujours le pouvoir a toujours est toujours en avance, que vous le vouliez ou non. Et même quand vous avez l'impression qu'il ne gère pas, finalement, en fait, il gère toujours un peu. Et donc, ils avaient très bien anticipé ce qui allait se passer et ils ont commencé à vouloir abattre Dieudonné. Donc Soral avait déjà des soucis avec des associations, etc. Mais vraiment, celui qui cristallisait le combat, c'était Dieudonné. Celui qu'il fallait effacer, c'était Dieudonné. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que les mots complotisme, antisémite, tout ce qui colle aujourd'hui à la peau des gilets jaunes ont commencé vraiment à être utilisés.
En tout cas, d'après mon souvenir, hein, je suis pas parfait, peut-être que j'oublie des choses ou que je fais des raccourcis, mais je grossis, quoi, en gros. Et, euh, et justement, quand ils ont essayé d'abattre Dieudonné, déjà, bien sûr, on reconnaît le diable dans les détails, on s'est servi de Monsieur Manuel Valls pour faire ça, hein. L'homme qui plantait des arbres pour la Palestine. Et en fin de compte, on a commencé à s'attaquer, voilà, à Dieudonné, Dieudonné, Dieudonné. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a voulu interdire les spectacles de Dieudonné? On a quand même vu des images avec, comment dire, des jeunes gens issus donc de l'immigration, si on peut dire ça comme ça, qui n'avaient pas honte de chanter le chant de la République ou de faire flotter le drapeau de la République. D'accord? Et ça, c'était inquiétant. Ça veut dire que moi, je m'en rappelle très bien. Je ne sais pas si les images sont toujours disponibles sur YouTube, ça m'étonnerait. Mais devant le Zénith de Nantes, par exemple, et devant bien des salles du Dieudonné, on avait des Blancs, des Français, des gens de la classe moyenne, futurs Gilets jaunes, hein, parce que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas encore créé, qui, qui étaient aux côtés de jeunes de banlieue, ou de jeunes de quartier, de jeunes musulmans, avec des drapeaux français. Et ils chantaient l'hymne de la République, sans honte. Et ça, sans le travail en amont Soral de Soral et de Dieudonné, ça aurait pas été possible. Et ce message-là, il a vraiment été très inquiétant, je pense, pour les élites. Et d'ailleurs, on a pu le vérifier par la suite. Parce que c'est en effet à cette période que la jeunesse des quartiers éveillés et libérés a pu commencer vraiment à montrer qu'elle était là et qu'elle existait. Et on les voyait sur BFM TV, etc., etc. Et ça venait mettre fin à des années d'antiracisme gauchiste. D'accord? Parce qu'en fait, finalement, c'était le début d'Internet. C'était le début de YouTube. Donc, c'était la première fois qu'un discours autre que l'antiracisme et tout, que touche pas à mon pote, etc., traversait, comment dire, traverser les murs, on va dire, traverser les espaces pour arriver dans les oreilles de jeunes banlieusards qui avaient été biberonnés à cette politique. Et à partir de ce constat, bien sûr, bah, le pouvoir est passé à l'offensive. D'accord? Donc par le biais de Manuel Valls et bien d'autres. Et d'ailleurs, juste pour précision, il me semble pas exagéré de dire que même à l'époque, à cette époque-là, où le Zénith de Nantes, ou où certaines manifestations et tout, où Soral était dans la rue, il me semble que c'était même des mecs de banlieue, avec d'autres, hein, français de souche, qui faisaient sa sécurité. Et ça n'a jamais été un problème. Parce que vous le vouliez ou non, Alain Soral, dans les quartiers, il est respecté. Ce qu'il a fait à Daniel Conversano, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ben, chez nous, c'est normal, ça choque pas en fait. Et c'est. Voilà, c'est tout à fait normal ce qu'il a fait, c'est respectable. C'est beaucoup mieux que ces gens qui appellent à la guerre civile à longueur d'année, mais qui, dès qu'ils sont en position de la faire, même à petite échelle, se chient dessus. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Ensuite, pour la suite, je voulais donc revenir sur l'offensive du pouvoir. D'accord? Donc déjà, on a eu les médias et l'État. Donc les médias et le pouvoir. Donc ça, je vais pas m'attarder. Complotisme, antisémitisme, méchantisme, pagentisme. Il faut se rappeler de l'épisode de la quenelle, de toutes les répressions qu'il y a eu, les amendes, les tribunaux, les jugements, les condamnations, etc., etc. Mais ça, quelque part, c'est le pouvoir. Enfin, c'est leur boulot, quoi. On n'est pas choqué, c'est le boulot du pouvoir. À la rigueur, que l'ennemi morde, c'est normal. Mais vous allez voir qu'on allait bien au-delà pour permettre que viennent les événements que nous avons vécus dernièrement. Le deuxième point qui a mis fin un petit peu à ce mouvement, c'est les trahisons et divisions internes. Mais comme je ne suis pas là pour faire du magazine People et du piapiatage, je ne m'attarde pas dessus. Parce que de toute façon, qu'importe le milieu, la trahison, c'est on ne peut pas y échapper. À nous de faire attention et d'être vigilants. Mais malheureusement, à part faire confiance à très peu de personnes, il n'y a pas vraiment de solution. Et je dirais que l'offensive la plus violente pour le troisième point est venue des patriotes du net,
débarqués de nulle part, souvent financés, jeunes, stupides et très forts en communication. Ces jeunes gens qui ont tous disparu depuis ou se sont perdus dans les poubelles du net, réduits à vendre des programmes de musculation. Ces gens ont commencé à manipuler les jeunes générations de Français. Avec quelles armes? La moquerie, l'humiliation, le troll. En effet, Alain Soral, qui vous en conviendrait, a une haute estime de lui-même. Certains y verront confiance et assurance quand d'autres y voient de l'arrogance. C'est pris une véritable tempête de vidéos, de commentaires, le qualifiant de baboucholâtre, Ali Sourate, etc. Et bien entendu, aucun des traîtres ayant participé à ce lynchage n'a réussi à s'élever depuis. D'accord? Et je pense que ils savaient comment blesser Alain Soral et ils ont réussi. Et en fait, il faut être honnête. Il faut être honnête. Alain Soral a perdu des ailes avec cette ligne. Et il faut le reconnaître. Peut-être s'est-il senti blessé, humilié. Et peut-être que finalement, il a préféré se replier sur ce qui lui était acquis. D'accord? Et bien sûr, l'épisode des attentats. Daesh, qui est venu mettre fin définitivement à ses idées de réconciliation. C'était un petit peu malvenu d'appeler à la réconciliation et d'enterrer des Français en même temps. Et je pense que tout ça, c'est important de revenir dessus et de bien faire la chronologie. Parce que, bon, j'ai pas besoin de revenir dessus. Avec tout ce que j'ai dit, donc les trolls, etc., bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État a fait son boulot, hein. Donc ça a été 10 fois plus violent. Amende, jugement, mort numérique, hein, parce que plus de chaîne YouTube, plus de... Enfin, vous voyez. Ok, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va arriver aux émeutes. Donc, qui a fait ces émeutes? De qui parle-t-on? Je ne sais pas si on ment, mais en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, c'est beaucoup d'adolescents. Donc, d'ados et de pré-ados. Donc, de gens qui n'ont pas eu ni accès à YouTube libre, ni accès, par exemple, aux vidéos d'Alain Soral. Et leurs grands frères ou les autres qui auraient pu les mettre dedans, bah peut-être se sont coupés eux aussi, après tous ces épisodes-là. D'accord? C'est des jeunes qui ont grandi en ayant une idée de la droite, en se faisant une idée du français. Pour eux, en fait, ils ont subi les outrances et les humiliations de la droite Goldnadel. Pour eux, c'est la seule référence qu'ils ont. Pour eux, c'est ça le patriotisme. Et ça a été sur des années et des années. D'accord? Donc, ils n'ont pas eu accès à ce discours, ils n'ont pas eu accès à la liberté d'Internet, la vraie liberté, celle du début. Donc, ils n'ont pas eu le temps de se faire une idée eux-mêmes comme nous. On a eu, moi c'est une chance, en fait, je considère comme une chance d'avoir découvert YouTube, etc. à cette époque-là. Et en fait, eux, ils l'ont pas eu, cette chance. Et la seule chose qu'on leur a proposé, c'est Morandini, Goldnadel, Jean Messia, etc., qui leur crachent à la gueule. Et ça sur des années. Si vous ajoutez à ça la culture de la bêtise, du rap, etc., bah vous avez les petits jeunes, les imbéciles qu'on a vus, tout casser. Mais moi j'aimerais poser des questions. Que se serait-il passé si le discours de Soral avait pu perdurer? Ses analyses. Surtout qu'avec le temps, maintes et maintes fois, il a prouvé qu'il avait eu raison. Mais ça, il n'a jamais pu continuer vu qu'on a déclaré sa mort numérique, en tout cas sur YouTube, et sur... bah oui, c'est ça, à la télé, Oui, on a déclaré sa mort. Et en fin de compte, à qui ont rendu service ces traîtres qui ont participé à son humiliation parce qu'il avait osé la ligne réconciliatrice, même ferme. Mais ça suffisait pas. À qui ont-ils rendu service? Et que sont-ils devenus? Finalement, on peut voir que le pouvoir les a utilisés comme un, un- un pistolet à un coup jetable. Et que finalement, ils ont servi. Ils ont servi, mais on leur a pas donné pour autant la fortune, le château et tout ce qui va avec. Parce que ce sont des traîtres, des petites putes. Et ça, c'est une réalité. Et je vais pas donner de nom, mais je pense que si vous êtes encore là et que vous avez connu cette époque-là, vous savez de qui je veux parler.
De quelle mouvance je veux parler. Voilà. Je voulais revenir dessus aujourd'hui et voilà, moi je pose ces questions. Imaginons un petit peu, imaginons, parce qu'il faut aussi de l'imagination, faites un effort. Faisons un effort tous ensemble. Et prenons le temps d'imaginer si YouTube, il y a 13 ans, 14 ans, si ça avait pu perdurer. D'accord? Même pas perdurer, mais ne serait-ce que si Alain Soral avait pu avoir la liberté de continuer à diffuser son message. Juste ça, la liberté d'exister. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vais vous souhaiter une bonne réflexion là-dessus. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et salutations.